Bonjour, merci d'être ici à l'Institut culturel italien de Lyon pour démarrer cette dernière journée d'Italissimo qui a commencé jeudi. Donc c'est la 4e édition d'Italissimo à Lyon, ce festival qui est né à Paris, comme vous le savez. On essaye de le localiser depuis 4 ans ici à Lyon, grâce à l'aide, bien entendu, de l'Institut culturel italien et de l'équipe de l'Institut culturel italien, que je remercie vraiment beaucoup, parce que sans eux, on ne pouvait pas faire cette balade lyonnaise, mais aussi grâce à l'aide du Consulat général d'Italie à Lyon, à l'aide de la Villa Gilet, des librairies des Citres et de Ciola Vagabonda et du Cinéma Lumière. Donc, c'est dans ces lieux qu'on a fait cette 4e édition du festival, qui se termine cet après-midi avec Aldo Cazzullo, qui va être ici à 3h30. C'est un des journalistes les plus connus et plus célèbres d'Italie, qui vient présenter son livre sur l'Empire romain. Et les festivals, de toute façon, existent aussi parce qu'il y a beaucoup de mécènes et d'institutions qui nous aident. Il faut les citer parce qu'il faut toujours les remercier. Donc l'ambassade d'Italie en France, à Paris, Centro per la Lettura, qui est un organisme du ministère de la Culture italien, l'ICE, l'Agence pour le commerce extérieur, la banque Montepaschi, qui nous aide depuis le début, depuis 10 ans, parce qu'Italissimo à Paris existe depuis 10 ans, la DRAC Île-de-France, la Sofia, Castaldi Partners et la Fondation Michaschi. Donc tous ces acteurs nous permettent de faire ce festival qui a, disons, à l'idée de faire connaître le meilleur de la littérature et de la culture italienne en France. On a commencé, comme je disais tout à l'heure, il y a 10 ans à Paris, donc maintenant on est à Lyon. Et voilà, j'espère qu'on vous propose au moins un échantillon de ce qu'on fait de mieux aujourd'hui en littérature, en culture, en Italie. Alors aujourd'hui, ce matin, on a ces documentaires consacrés à Goliarda Sapienza que vous connaissez très bien. Je remercie Giulia Lodato d'avoir accepté d'introduire cette projection. Donc je le remercie, je vous souhaite une très bonne séance. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Je vais vous présenter un tout petit peu ces documentaires de Coralie Martin, qui est sorti l'année dernière, qui parle à la fois du personnage du livre L'Arche della Gioia, donc le personnage qui s'appelle Modesta, et de l'auteur Goliarda Sapienza. Cette année, le 2024, c'est un peu l'année de l'auteur, puisque l'on célèbre le centenaire de sa naissance. Elle est née en 1924. Et par conséquent, il y a plein d'événements un peu en Italie, en France, des colloques. Et aussi, je pense, il y a d'autres œuvres qui ont été tirées de ce chef-d'œuvre. Je pense à l'adaptation pour les théâtres de Ambracan, qui a été mise en scène au Célestin l'année dernière. Et surtout, je pense aux films qui ont été présentés cette année au Festival de Cannes, à l'avant-première. C'est 2 films de Valeria Golino. D'ailleurs, vous allez voir le témoignage aussi de la réalisatrice de ces films, Valeria Golino. Et ces 2 films ont été tirés par les 2 premières parties du roman. Et vous allez voir également des images de ces 2 films, et bientôt ça va devenir aussi une série télévisée. Donc j'espère bientôt, septembre, octobre, on aura la possibilité de les voir aussi en streaming. Alors, je vais vous parler déjà un tout petit peu de la réalisatrice Coralie Martin. Dans une interview, elle nous raconte, d'abord elle a découvert l'auteur, Goliarda Sapienza. Elle était vraiment surprise par sa vie. Elle a une vie exceptionnelle, une famille exceptionnelle. Vous allez le découvrir dans les documentaires. Et disons que l'histoire et la vie d'elle en elle-même, ça pourrait être un scénario de film. Ensuite, elle découvre l'œuvre, L'Art de la Joie, et elle décide d'en tirer un documentaire. Puisqu'elle se rend compte que personne ne l'avait déjà fait auparavant. Elle lance un appel à témoignage. Elle voulait vraiment que tous les gens qui étaient un peu... pour lesquels la lecture c'était une rencontre,
pour lesquels il s'agissait bien d'une œuvre majeure. Elle voulait bien qu'il parle et qu'il participe à ces documentaires. Vous allez écouter Angelo Pellegrino, qui est Les Derniers Compagnons de Goliarda Sapiens. Vous allez écouter donc aussi Frédéric Martin, qui est l'éditeur au tripode de toutes les œuvres en français. Vous allez écouter également Nathalie Castagnet, la traductrice des œuvres en français. Valeria Golino, comme je vous le disais tout à l'heure, la réalisatrice des 2 films qui ont été tirés de son œuvre. Monica Farnetti, professeure à l'université de Sassari, et Alberica Bazzoni, qui est chercheuse en littérature italienne. En fait, tous ces témoignages des personnes qui ont vraiment aimé le livre, qui ont aimé le personnage de Modesta. Avant de faire ces documentaires, Coralie Martin a déjà réalisé des films autour des portraits des femmes artistes, parce qu'elle est convaincue qu'il y a besoin de modèles. Il y a une nécessité de créer des modèles de femmes. Et donc, en quoi Modesta, la protagoniste de l'œuvre, est un personnage exemplaire. Déjà, les noms, Modesta, donc ça rappelle la modestie. On pourrait penser, moi ça m'a fait penser à un peu les vertus, les qualités d'une femme selon le christianisme, la modestie, la discrétion, l'humilité, etc. Modesta, ça pourrait aussi dire un peu l'équilibre, tout ce qui est équilibré, etc. Modesta, plein de choses, mais sans doute rien de tout cela. Elle sort sans doute de l'ordinaire, puisqu'elle est à la fois aimante, épouse, grand-mère. Elle se définit mi-fille, mi-garçon, qu'elle échappe aussi un peu à la définition de genre. Surtout, elle est curieuse de tout, elle est une lectrice omnivore. Elle mène une espèce de lutte contre les mots de la tradition. Pour elle, tout ce qu'on nous dit, amour, mort, vieillesse, ce n'est que des cages, et il faut lutter contre ces cages pour pouvoir vraiment découvrir nous-mêmes, et c'est seulement ainsi qu'on pourra accéder à la joie. Pour écrire, pour donner à la littérature italienne un personnage pareil, elle étudie. Donc elle s'inspirera de Moll Flanders, de Daniel Defoe, Pamela de Richardson, de Scarlett O'Hara, du film et du livre Autant n'importe le vent, parce que donc elle étudie parce qu'elle était convaincue vraiment qu'un personnage pareil manquait à la littérature italienne. Difficile à classer est le personnage autant que son livre. Donc, L'Art de la joie, est-ce que c'est un roman historique? On pourrait bien le penser, puisque la protagoniste, née en 1900, elle traverse toute l'histoire jusqu'aux années 70. Fascisme, guerre, après-guerre, et aussi en fait tout ce qui arrive un peu dans les années 70 en Italie. Imaginez en fait tous les droits, le droit au divorce, le droit à l'avortement, le droit à la réforme du droit de la famille, etc. Donc il y a plein de changements aussi à ce moment-là. Et ce roman raconte un peu tout ça. C'est peut-être un roman féministe aussi, parce que ça s'intéresse aussi à la question de l'émancipation. C'est un roman psychologique, parce qu'il parle aussi de l'évolution du personnage, des autres personnages. Est-ce que c'est un roman de formation? Oui, mais là aussi, une formation à l'inverse, puisque quand Modesta naît, elle naît dans la misère absolue, qui est une misère matérielle sans doute, mais aussi spirituelle, morale. Sa mère est seule à l'élever, elle a aussi une sœur qui a un handicap, et disons que toutes les deux sont destinées au rôle de victimes que la société donne aussi à ce genre de personnes pour des raisons de genre, elles sont femmes, pour des raisons aussi de pauvreté, etc., donc sociale aussi, sans doute.
Et bien Modeste, elle n'accepte pas du tout ce rôle. Elle dira par exemple au début du roman à un personnage qui lui dit, je vous dis d'abord en italien et ensuite en français, donc un personnage lui dit Locca sei, eppure se non fossi locca, le femmine, come dice mio padre, da quando mondo il mondo non capiscono niente. E io invece capisco. Donc je vais vous le lire en français. Le personnage qui lui dit tu es sotte, et même si tu n'étais pas sotte, les femmes, comme dit mon père, depuis que le monde est monde, ne comprennent rien à rien. Pas du tout, je comprends moi. Voilà la petite enfant qui a 8 ans qui répond pas du tout. Et juste après, elle va dire je n'ai pas peur. Donc voilà une femme qui n'accepte pas en fait ce rôle de victime. Et justement, on pourrait dire plein de choses sur ce personnage aussi. Je vous disais, un roman de formation à l'inverse, puisque au départ, quand elle était enfant, elle est obligée d'utiliser la rationalité, elle est obligée de faire de tout, même de tuer. Elle tue sa mère, elle tue sa sœur, elle tue d'autres personnages pendant le livre, mais parce que quelque part, c'est un peu une légitime défense. Elle doit survivre, elle fait de tout, et c'est seulement à la fin du roman qu'à l'âge mature, elle peut s'abandonner à l'imagination, à la passivité qui sont un peu, comment dire, les attributs de l'enfance. Elle n'avait pas ce droit au début, elle y arrive seulement à la fin du roman. Et par conséquent, la France, ainsi qualifiée, n'est pas une condition perdue, mais c'est un objectif à atteindre. Et c'est un peu Modeste a aussi, son personnage est un personnage probablement de femme idéale, puisque elle fait plein de choses dans sa vie, elle tue comme je vous disais, mais aussi plein de choses, et à la fin de sa vie, elle peut profiter pleinement de son existence. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnages féminins qui ont ce destin? C'est pour ça déjà, c'est fort sympathique d'avoir enfin des modèles qui non seulement sont courageux, mais qui peuvent aussi accéder à la joie, profiter pleinement. Je pensais à la tradition, par exemple, du 19e siècle, des grands opéras. Donc imaginez, nous avons les femmes qui arrivent aussi à défier les conventions sociales. Par exemple, la Traviata, elle vit son amour difficile, impossible, mais à la fin, pour les femmes, est un peu toujours la même. Soit le suicide, soit la maladie, ça finit mal, parce que la société ne peut pas accepter qu'une femme coupe les liens avec la tradition et elle puisse en profiter finalement, elle puisse avoir cette joie. Et bien, Modeste, elle est différente, elle accède à cette joie et elle ne paye jamais de prix. Ça aussi, disons, généralement, les personnes qui coupent les liens avec la tradition payent des prix, la marginalisation sociale, la folie, la dépression. Donc, elle ne paye jamais de prix. Et en revanche, malheureusement, son auteur, qui est aussi bien courageuse, elle payera des prix puisqu'elle elle a des crises dépressives, elle subit l'électrochoc, vous allez le voir dans le documentaire. Elle finit aussi en prison, puisqu'elle, pour écrire ce roman, elle n'a plus d'argent, elle vole des bijoux et elle finit aussi en prison. Donc, elle paye beaucoup de prix, mais au moins Modesta, elle ne paye pas de prix, disons. Et avant de vous laisser pour regarder la projection, j'aimerais partager avec vous quelques citations qui peut-être peuvent nous donner une idée de à quoi consiste cet art de la joie, comment on peut essayer d'accéder à ce bonheur. Et sans doute, Modeste nous donne quelques idées. Donc, tout d'abord, elle a une grande honnêteté intellectuelle, elle a une volonté immense
de comprendre, d'analyser la réalité telle qu'elle est, sans préjugés. Il a un grand désir de liberté et une ouverture aux possibilités de la vie. Je vais vous lire donc quelques citations, d'abord en italien, et ensuite je vais vous lire la traduction aussi en français. Non mi sarei più confrontata con la morte, con quel traguardo che non più temuto fa eterna ogni ora goduta pienamente. Ma bisognava essere liberi, approfittare di ogni attimo, sperimentare ogni passo di quella passeggiata che chiamiamo vita, liberi di osservare, di studiare, di guardare dalla finestra, di spiare fra quel bosco di palazzi ogni luce che dal mare si insinua fra le imposte. Je ne me confronterai plus avec la mort, avec cette ligne d'arrivée qui, si on ne la redoute plus, rend éternelle chaque heure pleinement savourée. Mais il fallait être libre, profiter de chaque instant, expérimenter chaque pas de cette promenade que nous appelons vie. Libre d'observer, d'étudier, de regarder par la fenêtre, de guetter à travers cette forêt d'édifices chaque lumière qui de la mer se glisse entre les volets. Voilà, un peu c'est le refus de considérer la mort comme une fin. Elle se libère quelque part, comme je vous disais avant, de plein de mots qui peuvent nous empêcher en fait de nous connaître nous-mêmes. Et l'autre citation que je vais vous lire m'avait beaucoup frappée parce qu'à un moment donné de sa vie, elle finit en prison parce qu'elle est antifasciste, donc à un moment donné, elle finit en prison. Et après, visiblement, même en prison, elle trouve la joie. Donc, quelque part, elle nous dit, la joie est vraiment partout, même dans les moments les plus difficiles, même dans les lieux les plus imprévisibles, en fait. Donc, je vais vous lire cette... Alors, donc, pourquoi elle est joyeuse dans ces cas? Parce que sa copine de prison, elle tombe amoureuse de Nina et c'est en prison qu'elle la connaît. In terra, ginocchioni, con le mani sugli occhi per non vedere le contrazioni del viso di Nina, congestionato dallo sforzo di tenere la bocca chiusa per non ridere. È lei che mi comunica quel riso. E deve anche essere vuoto nello stomaco, che con polpastrelli di vento mi solletica. Non può essere gioia. Non ho mai sentito che in prigione si possa trovare tanta gioia. Par terre, à genoux, les mains sur les yeux, pour ne pas voir les contractions du visage de Nina, congestionné par l'effort de garder la bouche fermée pour ne pas rire. C'est elle qui me donne cette envie de rire. Et ce doit être aussi le vide dans mon estomac qui me chatouille avec les doigts devant. Ça ne peut pas être de la joie. Je n'ai jamais entendu dire qu'en prison, on puisse éprouver tant de joie. Et la dernière citation, à un moment donné de sa vie, elle se rend compte que son fils, qui a été éduqué avec les valeurs antifascistes, etc., en vrai, il a cédé aux valeurs collectives avec sa femme, il est plutôt fermé d'esprit, je dirais, et aussi avec sa mère. Donc à un moment donné, Modesta, elle doit faire un choix. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit ses valeurs, elle, mais avec le risque de ne plus voir son enfant, ou elle cède. Donc elle se questionne, elle se pose des questions. Parce qu'elle dit, quand on est vieux, c'est dangereux de couper les liens avec son enfant parce qu'on pourrait ne plus le voir. Donc voilà, elle se questionne. Et je partage donc ces questionnements qu'avec grande honnêteté elle fait avec elle-même. Non puoi ora annullare quell'azione con una resa totale verso Brando, o verso la paura della morte, o verso la paura della vecchiaia che t'hanno inculcato per non portare disordine nella società, per non intaccare quella fortezza di prima linea che, fascismo no, è sempre la famiglia.
palestra di futuri soldati, madri soldato, nonne regine, e perché poi quell'eterna glorificazione della giovinezza. Il giovane serve, produce, sgrava i figli, fa la guerra prima di avere coscienza di se stesso. Ma a 40 anni, a 50, l'essere umano, se non è perito nella guerra sociale continua, diventa pericoloso, si pone dubbi, richiede libertà, riposo, gioia. Anche la parola vecchiaia mente, modesta, è stata rimpinzata di fantasmi paurosi, come la parola morte, per farti stare calma, ossequiosa di tutte le leggi costituite. Chi sa cos'è la vecchiaia? Quando comincia? Al tempo di Stendhal una donna a 30 anni era vecchia, io a 30 anni ho appena cominciato a capire e a vivere. Chi ha osato varcare la soglia di quella parola senza ascoltare pregiudizi, luoghi comuni? Tu ne peux pas maintenant annuler cette action par une reddition totale à Rango, ou à la peur de la mort, ou à la peur de la vieillesse qu'on t'a inculquée pour ne pas mettre de désordre dans la société, pour ne pas ébranler cette forteresse de première ligne qu'est toujours, fascisme ou pas, la famille, école de futurs soldats, mère de soldats, grand-mère régnante. Et pourquoi d'ailleurs cette éternelle multiplication de la jeunesse? Le jeune sert, produit, engendre des enfants, fait la guerre avant d'avoir conscience de lui-même. Mais à 40 ans, à 50, l'être humain, s'il n'a pas péri dans la guerre sociale permanente, devient dangereux. Il se pose des questions, réclame de la liberté, du repos, de la joie. Même le mot de vieillesse, modeste, il a été rempli de fantômes effrayants comme le mot de mort, pour te faire tenir tranquille, respectueuse de toutes les lois instituées. Qui sait ce qu'est la vieillesse? Quand commence-t-elle? Au temps de Stendhal, à 30 ans, une femme était vieille. Moi, à 30 ans, j'ai tout juste commencé à comprendre et à vivre. Qui a osé franchir le seuil de ce mot, sans écouter préjugés et comment? Merci Giulia. Pour commencer la projection, je voulais juste rajouter que Giulia Lodato anime un atelier cette année justement sur l'Arc della Gioia et Gloria della Sapienza. Si vous voulez d'autres renseignements, ils sont dans notre plaquette. Bonne vision, merci.